Mes parents n'ont pas manqué ma remise de diplôme. Ils l'ont délibérément évité. Le texto est arrivé à minuit, trop fatigué du voyage de Clara. On fait trace à la prochaine fois. La prochaine fois qui n'est jamais venue. Au lever du soleil, je me tenais derrière le podium de la Sorbonne. Un millier d'appareils photo étaient braqués sur moi et sur 3 chaises au premier rang, 2 vides, une avec une seule rose blanche. Quand les applaudissements ont cessé, leur silence a pris fin aussi, car ce matin-là, chaque chaîne de télévision a rediffusé mon discours et le monde a vu ce qu'ils n'ont pas vu. Vous croyez savoir ce que ça fait, de ne pas être vu jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Vous ne le savez pas. Pas avant d'entendre ce qui s'est passé après. J'ai grandi dans une ville où tout le monde connaissait votre nom de famille et la voiture que vos parents conduisaient. Les dimanches matins sentaient le café, les ragots et les vêtements d'église fraîchement repassés. Ma mère, Julie Bertrand, vivait pour ces matins-là. C'était le genre de femme qui croyait que les apparences étaient une forme de prière. Si les gens voyaient la perfection, peut-être croiraient-ils qu'elle était réelle. Mon père, Robert, se tenait silencieusement à ses côtés, l'homme qui hochait la tête plus qu'il ne parlait. Et puis il y avait Clara, la fille pour qui la perfection était un jeu d'enfant, l'enfant prodige, la raison pour laquelle la voix de ma mère pouvait passer de tranchante à douce en un seul souffle. J'étais l'aînée, la silencieuse, le genre de fille que les gens présentaient comme « la sœur de Clara », avant de réaliser que j'avais mon propre nom. Quand j'ai eu 10 ans, mon gâteau d'anniversaire portait l'inscription « Félicitations, Clara », parce que maman avait confondu les commandes après son concours de danse. Elle en a ri, m'a tendu une part quand même et a dit « On fera le tien le week-end prochain ». Nous ne l'avons jamais fait. C'est ce jour-là que j'ai appris comment l'absence pouvait encore remplir une pièce. Notre maison semblait parfaite vue de l'extérieur, des volets blancs, des haies bien taillées, des lumières de Noël qui clignotaient à l'heure. Mais à l'intérieur, tout reposait sur la comparaison. Si le rire de Clara était de la musique, le mien était un grésillement. Si elle recevait des applaudissements, j'avais droit à de discrets hochements de tête. Chacun de mes succès était traité comme un écho, entendu, mais jamais célébré. Grand-mère Hélène était la seule à voir clair dans leur jeu. Elle habitait à 2 rues de là, sentait toujours la cannelle et le savon, et me chuchotait « Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avoir de la valeur, ma chérie. » Je ne la croyais pas à l'époque. En grandissant, j'ai cessé de leur demander de me remarquer. À la place, j'ai tout investi dans mes études. Les notes étaient une valeur sûre, les chiffres ne faisaient pas de favoritisme. À 17 ans, je restais tard dans le garage à réparer de vieilles radios et de vieux moteurs, juste pour comprendre comment fonctionnaient les choses cassées. Peut-être qu'une partie de moi voulait nous réparer, nous aussi. Mais plus je réussissais, plus il devenait silencieux. Quand j'ai remporté la première place au concours de dissertation de l'État, maman a dit « C'est bien », avant de me demander si je pouvais l'aider à faire les valises pour le voyage de Clara. Papa a hoché la tête sans lever les yeux. Ce silence, c'est là que la fracture a commencé. C'est étrange comme un petit silence peut se transformer en une vie entière. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est bien, chaque siège vide, me préparait à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui rendrait leur silence impossible à ignorer. La Sorbonne était tout ce que ma petite ville n'était pas, bruyante, brillante, vivante. Pour la première fois, je n'avais pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Les sentiers pavés, l'odeur du café provenant du café du Centre des Sciences, le bourdonnement des ordinateurs portables à minuit, tout cela ressemblait à un sentiment d'appartenance. Mais même dans ce nouveau monde, leur silence m'a suivi. Le premier semestre, j'ai envoyé par courriel à mes parents une photo du campus, moi devant la bibliothèque Sainte-Geneviève, écharpe rouge, rayonnante. Maman a répondu 3 jours plus tard, joli coin. Clara vient de décrocher un nouveau poste à Londres. N'est-ce pas formidable? Papa a ajouté un emoji pouce levé. C'était tout. Pas de « nous sommes fiers ». Pas de « comment vas-tu » Juste un rappel que je gravitais toujours autour de la lumière de quelqu'un d'autre. En 3e année, j'ai arrêté d'envoyer des photos. Le succès semblait vide quand les personnes que vous vouliez le plus voir refusaient de regarder. Pourtant, j'ai continué à persévérer. J'ai obtenu un poste d'assistante de recherche auprès de la doyenne Chevalier, une femme qui croyait en l'impact plus qu'au prestige. Elle m'a appris que les données n'étaient pas seulement des chiffres, c'étaient les vies des gens traduites en schémas. Vous avez une voix, Léa, m'a-t-elle dit un jour. Vous l'exprimez simplement par la logique. Cette phrase m'est restée.
pendant que d'autres étudiants planifiaient des voyages de fin de semaine, je passais mes nuits à la bibliothèque, à scanner de vieilles factures médicales et des dossiers de santé communautaire pour notre projet. Des rangées de chiffres brillaient sur mon ordinateur portable, preuve d'inégalité, la preuve que le silence tue plus que les mots ne le pourront jamais. Chaque dossier que j'ouvrais me rappelait ma maison, la facilité avec laquelle les gens pouvaient détourner le regard quand quelque chose ne les affectait pas directement. Puis le courriel est arrivé. Félicitations. Vous avez été nommé major de la promotion 2024. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Pour une fois, je voulais partager ce moment, entendre mes parents dire quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Alors, j'ai appelé. Pas de réponse. J'ai envoyé un texto. Les heures ont passé. Finalement, maman a répondu « Désolé, ma chérie. Nous sommes en Espagne avec Clara pour son stage en droit. Tellement fiers de nos 2 filles. 2. Ce seul mot m'a frappé plus durement que n'importe quelle insulte. 2. Comme si j'étais une pensée secondaire dans ma propre victoire. Ce soir-là, Manon m'a trouvé assise sur les marches du dortoir, le téléphone toujours à la main. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, en mentant. À l'intérieur, quelque chose se brisait silencieusement. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un autre message. Court, presque désinvolte, trop fatigué du voyage de Clara. On fait trace à la prochaine fois. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu « Reposez-vous bien ». Ce n'était pas de l'amertume. C'était la fin des demandes. La nuit où j'ai envoyé ce texto, « Reposez-vous bien », je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas mise en colère. Je suis juste restée assise là, dans le bourdonnement silencieux de ma chambre d'étudiante, à regarder la lumière de la scène scintiller contre le mur. Quelque part entre l'épuisement et la lucidité, j'ai réalisé que j'avais poursuivi des fantômes toute ma vie, des gens qui n'allaient jamais se présenter, peu importe le bruit de mes succès. C'était l'effondrement. Mais c'était aussi le début de quelque chose d'autre. Le lendemain matin, je suis allé au bureau des cérémonies de remise de diplôme et j'ai demandé 3 places pour ma famille. La femme au bureau a demandé, « Tous les invités seront-ils présents ?» J'ai souri. Oui, ai-je dit. Une pour ma grand-mère, une pour ma meilleure amie, et une laissée vide. Sur la carte, d'une écriture soignée, j'ai écrit « Réservé pour qui se présentera ». Manon m'a regardé comme si j'avais perdu la tête quand je le lui ai dit. C'est poétique, a-t-elle dit en riant à moitié. J'ai haussé les épaules. C'est honnête. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans mon discours. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube dans la bibliothèque, griffonnant des lignes sur de vieilles notes et des serviettes en papier taché de café. Je ne voulais pas paraître parfaite, je voulais paraître vraie. J'ai écrit sur chaque étudiant qui avait cumulé 2 emplois, qui avait étudié dans des dortoirs vides pendant les vacances, qui avait appris que le silence peut être une survie jusqu'à ce qu'il devienne une force. J'ai écrit sur le fait que parfois, les personnes qui devraient vous applaudir sont celles qui vous ont appris à vous produire sans applaudissements. Quand la doyenne Chevalier a lu la version préliminaire, elle n'a rien dit au début. Puis elle a levé les yeux, le regard brillant. Vous réalisez que ce n'est pas juste un discours, a-t-elle dit. C'est l'heure des comptes. Au moment de la semaine de la remise des diplômes, le campus bourdonnait de joie et d'adieu. Les étudiants posaient sous les arches. Les parents portaient des bouquets et des appareils photos. Je suis resté concentré, mon discours soigneusement plié dans mon dossier. Grand-mère Hélène est arrivée la veille au soir, son manteau bleu pâle sentant légèrement la lavande. Elle m'a pris les mains et a dit, « Tu n'as rien à prouver, Léa. Parle, tout simplement. » Ce matin-là, le texto était toujours ouvert sur mon téléphone, les mots, trop fatigués, brillants comme une ecchymose. Je ne l'ai pas effacé. Je voulais me souvenir exactement de ce à quoi ressemblait le silence. Alors je me suis habillé lentement, j'ai accroché mon gland et j'ai traversé la cour avec 2 personnes qui ne m'avaient jamais laissé me sentir seul, grand-mère et Manon. Entre elles, la 3e chaise attendait, couronnée d'une rose blanche. La scène était prête. Moi aussi. Le soleil était vif ce matin-là, trop brillant pour la douleur sous mes côtes. Les cloches de la chapelle de la Sorbonne résonnaient dans la cour, roulant sur la foule comme un lent tonnerre. Des rangées de toches pourpres scintillaient sous la lumière, les glands se balançant, les appareils photo crépitant. Partout où je regardais, les familles s'étreignaient, se faisaient signe, criaient des noms. L'air sentait le lilas et les nouveaux départs. J'ai trouvé ma place sur la scène,
mon cœur battant de manière régulière mais lente. D'ici, la cour de la Sorbonne semblait infinie. Une mer de visages, des parents tendant le cou pour repérer leurs enfants, des étudiants cherchant ceux qui comptaient le plus. J'ai balayé les premiers rangs une fois, même si je savais déjà. Grand-mère dans son manteau bleu, Manon à côté d'elle, appareil photo prêt, et entre elles, la chaise vide. La rose blanche luisait sur le coussin rouge, immobile dans le vent. Ça ne faisait pas aussi mal que je l'avais imaginé. C'était plus froid, plus silencieux, comme la dernière inspiration avant de sauter. Quand mon nom a été appelé, major de la promotion, Léa Bertrand, une vague d'applaudissements a déferlé sur la foule. J'ai marché jusqu'au podium, chaque pas lourd des années que je n'avais pas exprimées. Le microphone a grésillé doucement. Je l'ai stabilisé, j'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé l'auditoire. Bonjour, ai-je commencé, ma voix plus assurée que je ne me sentais. Quand ils ne nous voyaient pas, nous avons appris à nous voir les uns les autres. Le bourdonnement de la foule s'est estompé. Le vent s'est calmé. J'ai parlé des invisibles, les étudiants qui travaillaient derrière les comptoirs des cafétérias, qui réparaient les imprimantes à 2 heures du matin, qui envoyaient de l'argent à la maison entre les cours. J'ai parlé de la façon dont le monde célèbre le succès bruyant mais ignore l'endurance silencieuse. Nous apprenons tôt, ai-je dit, que parfois les chaises qui nous sont réservées restent vides, et quand c'est le cas, nous construisons de nouvelles tables. J'ai vu Manon essuyer une larme. Le menton de grand-mère tremblait légèrement, sa main posée sur sa canne. J'ai continué. Mes mots n'étaient plus seulement les miens, ils étaient chaque chose inexprimée que j'avais ravalée pendant 24 ans. Le silence me semblait autrefois une punition, ai-je dit. Mais maintenant, je vois que c'était un entraînement. Parce que quand personne ne se présente pour vous, vous apprenez à vous présenter pour les autres. Pendant une seconde, le microphone a capté le plus léger tremblement dans ma voix. Je l'ai laissé. La vérité ne devrait pas paraître parfaite. Quand j'ai atteint ma dernière ligne, puissions-nous ne jamais laisser le siège suivant vide pour ceux qui viendront après nous, les applaudissements ont commencé doucement, puis ont enflé jusqu'à rugir dans la cour. Les étudiants se sont levés. Les professeurs se sont levés. L'orchestre a repris, les violons s'élevant comme des ailes. À travers tout cela, j'ai regardé le premier rang. Grand-mère se tenait debout, les mains jointes sur sa poitrine. Manon pleurait ouvertement maintenant, son appareil photo oublié sur ses genoux. Et cette chaise vide, immobile et silencieuse, brillait au soleil, la rose blanche attrapant la brise comme un petit drapeau de reddition. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. La cérémonie est devenue floue après ça, des chapeaux volants, des rires résonnants, des flashs crépitants comme des étoiles. Mais ce moment est resté, figé dans l'ambre. La photo qui est devenue virale plus tard m'a capturé au podium, le soleil sur mon visage, une chaise vide et une rose dans le cadre. Le temps d'arriver à la salle de réception, mon téléphone bourdonnait déjà. Les notifications s'empilaient plus vite que je ne pouvais les lire. Mention, partage, titre de journaux, la major de la Sorbonne prononce un discours viral sur l'absence et la résilience. La chaise vide entendue dans le monde entier. J'ai fait défiler une fois, 2 fois, puis je me suis arrêté quand l'écran s'est allumé avec le seul nom que je n'avais pas enregistré mais que je ne pourrai jamais oublier. Maman. Puis papa. Puis Clara. Appel après appel, message après message. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tout le monde demande pourquoi nous n'étions pas là. Papa, tu as fait croire que nous t'avions abandonné. Sais-tu l'image que ça donne? Clara, bien joué de nous faire passer pour les méchants, Léa. Félicitations, je suppose. Pendant un instant, j'ai juste fixé l'écran, le bourdonnement vibrant dans ma paume. Puis j'ai activé le mode silencieux et j'ai posé le téléphone face contre la table. En face de moi, Manon observait en silence. « Tu ne réponds pas ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Ils en ont déjà assez dit. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, les lumières de la ville scintillaient contre la fenêtre. Grand-mère était assise sur le canapé, journal à la main, la photo déjà en première page. « Tu ne leur as pas fait honte ?» a-t-elle dit doucement. « Tu les as révélés. » Ces mots se sont logés au plus profond de ma poitrine. Le lendemain matin, l'histoire était devenue nationale. Les courriels affluaient, camarades, inconnus, journalistes, même un conservateur de TED me demandant si j'envisagerais de développer le discours. Des hashtags étaient en tendance, la chaise vide,
construis ton propre siège. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Puis un autre texto de maman est arrivé. Il faut qu'on parle. C'est allé trop loin. Je l'ai fixé, l'ironie me tordant les entrailles. Maintenant, il voulait parler. Maintenant que le monde écoutait. Grand-mère a jeté un coup d'œil. Laisse-les venir à toi, a-t-elle dit simplement. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un seul message, dîner demain. Paris. Pas d'invité. 19h. Pas d'explication, pas d'excuse. Juste une invitation à affronter ce qu'ils avaient ignoré pendant des années. Ils sont arrivés en retard. Bien sûr. Le coup à la porte était hésitant, le genre de coup qui vient de la culpabilité déguisée en politesse. Mon père est entré le premier, raide dans sa veste. Ma mère a suivi, serrant son sac à main comme s'il pouvait la protéger de la vérité. Clara suivait, mascara impeccable, ses yeux allant de l'un à l'autre. La table était petite, dressée pour 4. Soupe, pain. Rien d'extraordinaire. J'avais placé un petit panneau en bois à côté de la chaise libre, pour qui se présentera. Maman a rompu le silence la première. Tu nous as humiliés, Léa. Sa voix se brisait entre la fierté et la panique. Les voisins ont vu la vidéo. Sais-tu ce que ça fait que tout le monde pense que nous t'avons abandonné? Je l'ai regardé dans les yeux. Vous n'aviez pas besoin que le monde vous le dise. Vous le saviez déjà. Papa a essayé d'adoucir les choses. Tu aurais pu nous dire que tu étais major de promotion. Nous serions venus. Vraiment, ai-je demandé calmement. Parce que quand j'ai gagné le concours de l'État, vous étiez au spectacle de danse de Clara. Quand j'ai eu la bourse de recherche, vous étiez à Berlin. Il y a toujours une raison, toujours un voyage, toujours fatigué. La pièce est devenue silencieuse. L'air s'est épaissi. Clara a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Finalement, elle a murmuré, « Je ne savais pas que ça te faisait mal à ce point. » Ça ne me faisait pas mal, ai-je dit. Et pour une fois, je le pensais. Plus maintenant. Les mots de grand-mère résonnaient dans mon esprit. L'amour n'attend pas que tu sois prêt. Il se présente quand on a besoin de lui. Les épaules de maman se sont affaissées. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous. Tu as toujours été si indépendante. J'ai laissé échapper un petit rire. L'indépendance n'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence de survie. Le silence est retombé, lourd, mais pas cruel. Quelque chose s'est fissuré. Peut-être la compréhension. Peut-être la honte. Je ne demande pas d'excuses, ai-je dit finalement. Juste de la constance. Si vous dites que vous viendrez, venez. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, mais ne promettez pas de venir pour ensuite disparaître. C'est tout. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis papa a hoché la tête lentement, comme un homme qui apprend à s'incliner pour la première fois. Nous essaierons, a-t-il dit. J'ai souri faiblement. C'est un début. Quand ils sont partis, l'air dans l'appartement semblait plus léger. La rose sur la table avait commencé à se faner, ses pétales doux mais toujours beaux. Je l'ai remplacée par une fraîche. Même couleur, même signification. À la fin de cette semaine, le monde était passé à un autre titre. Mais chez moi, la chaise est restée. Toujours en attente, toujours prête. La semaine après ce dîner était étrange, calme, mais pas vide. Mon téléphone bourdonnait moins, le cycle des nouvelles était passé à autre chose, et la cour de la Sorbonne avait retrouvé son rythme ordinaire de touristes et de pigeons. Pourtant, quelque chose en moi avait changé, comme un os enfin remis en place après des années de douleur. Grand-mère passait tous les quelques jours, apportant du gâteau au citron et des conseils déguisés en conversation. Tu leur as tendu un miroir, a-t-elle dit un après-midi, posant sa tasse sur la table. Maintenant, c'est à eux de décider s'ils aiment ce qu'ils voient. J'ai souri, mais je n'ai pas attendu leur reflet. J'avais passé trop d'années à attendre. Une semaine plus tard, j'ai pris la parole lors d'un petit événement communautaire en centre-ville. Rien de grandiose, juste des étudiants et des habitants réunis dans le sous-sol d'une bibliothèque. J'ai utilisé des parties de mon discours, retravaillées pour une salle plus petite. Il n'y avait pas de caméra, pas d'applaudissements, juste des hochements de tête de personnes qui comprenaient ce que signifiait construire son propre siège. Après, une fille de mon âge s'est approchée, les yeux brillants.
Mes parents ne sont pas venus à ma remise de diplôme non plus, a-t-elle dit doucement. Mais te voir a rendu la douleur moins forte. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'histoire avait fait son travail. Elle avait transformé la douleur en une permission pour quelqu'un d'autre de guérir. À la maison, la chaise était toujours dans le coin à côté de mon bureau, l'étiquette en bois suspendue, pour qui se présentera. Parfois, quand la lumière de la fenêtre la frappait juste comme il faut, elle ne semblait pas vide. Elle semblait pleine d'attente. Maman a envoyé un texto le dimanche suivant, dîner la semaine prochaine? Tôt cette fois. Je l'ai fixé pendant une longue seconde, puis j'ai tapé, tôt, c'est bien. Le lendemain matin, j'ai traversé la cour de la Sorbonne une dernière fois. L'air sentait l'herbe coupée et le café, de la même manière qu'au tout début. J'ai regardé vers la scène où je me tenais autrefois, la lumière du soleil se déversant sur les briques, et j'ai murmuré, ni amère, ni fière, juste certaine qu'il me voit maintenant. J'ai appris que parfois, la justice ne vient pas sous la forme d'excuses. Elle vient sous la forme de clarté. Vous passez des années à supplier d'être vu. Puis un jour, vous arrêtez de demander, et le monde tourne la tête quand même. C'est ce qui m'est arrivé. Ma famille n'a pas changé du jour au lendemain, mais le silence entre nous, si. Il n'était plus rempli de culpabilité, il était rempli de choix. Maintenant, chaque fois que je m'assois à la table de ma cuisine, cette chaise supplémentaire est là. Non pas comme un rappel de ceux qui n'ont pas su se présenter, mais comme une invitation pour ceux qui le feront. Elle est pour tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles, pour tous ceux qui ont déjà applaudi seuls dans une foule. Si vous avez déjà construit quelque chose à partir des morceaux qu'ils ont laissés derrière eux, cette histoire est pour vous. Et si vous avez déjà attendu que quelqu'un se présente et qu'il ne l'a pas fait, n'attendez pas éternellement. Construisez votre propre siège. Asseyez-vous fièrement. Laissez-les voir ce qu'ils ont manqué. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez ou pour qui vous avez construit votre propre chaise. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur la recherche de la force dans le silence, abonnez-vous, restez, et continuons à nous présenter.